Il est 8h15, notre invité c'est Valérie Glatini, bonjour. Bonjour. Moins de 1,5% du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la pratique du sport. C'est insuffisant, disent les fédérations sportives réunies dans une association interfédérale du sport francophone. On n'atteint pas les objectifs que vous vous étiez fixés ? Alors on est à 0,55% quand on prend en compte également le financement pour les infrastructures. C'est certain qu'on peut faire mieux, mais je rappelle que la Flandre est à 0,31%, donc plus bas que nous, qu'on a aussi augmenté le budget pour le sport, plus 14%, et pour le sport de haut niveau, c'est plus 24%. Bien sûr, si on compare aux autres secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans lesquels il y a une part importante pour les salaires, et les salaires sont indexés, bien sûr la comparaison n'est pas à la mais je veux rassurer, le budget du sport, il a été augmenté, mais c'est vrai aussi qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire avec l'argent public. Et donc, il faut pouvoir passer une impulsion claire en la matière. Nous sommes en train d'augmenter le budget pour le sport, et en particulier pour le sport de haut niveau, en vue des JO de Paris. Mais c'est vrai aussi qu'il faut pouvoir aller chercher l'argent, par exemple, un soutien privé, et c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec une plateforme pour le sport de haut niveau qui permet d'aller chercher du sponsoring privé pour les fédérations et pour nos sportifs de haut niveau. Ce que vous êtes en train de nous dire, Valérie Glatini, c'est que l'administration de la Fédération de Bruxelles ne peut pas tout faire et qu'il faut que les clubs acceptent d'avoir du parrainage, du sponsoring, de faire payer, de faire contribuer les participants, leurs adhérents, que c'est la seule manière d'équilibrer les comptes. C'est pas la seule manière. C'est pas la seule manière. Une buvette et des choses de ce genre-là. Nous continuons bien sûr à financer avec de l'argent public le sport, c'est essentiel. On ne peut pas faire sans. Mais en effet, il faut pouvoir donner des impulsions, y compris en matière de professionnalisation, d'encadrement des jeunes, y compris aussi en matière d'objectivation des critères, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas d'objectivation pour l'attribution des subsides. Donc oui, c'est un travail commun que nous devons faire pour réfléchir au meilleur modèle pour c'est pas clubs. Contradictoire de dire oui, le sport c'est important, ça a plein de bénéfices, notamment en termes de santé publique, notamment en termes de cohésion sociale, mais en même temps, on n'est pas capable d'augmenter de manière... Nous sommes capables et nous sommes en train de l'augmenter. Je viens de rappeler que nous avons augmenté de 14% le sport et de 24% le sport de haut niveau. Je rappelle aussi que nous avons aidé nos clubs pendant la période Covid, 12 millions, ce qui a permis de maintenir le nombre de clubs stables malgré le Covid. Donc non, nous ne sommes pas en train de désinvestir, c'est l'inverse. Mais effectivement, au bout d'un moment, il faut aussi réfléchir à d'autres sources de financement et par exemple le sponsoring privé, comme ça se fait en Flandre, comme ça se fait dans les pays voisins. Donc on vous sent un petit peu irrité par la critique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux. Mais effectivement, si on pense qu'il n'y a que l'argent public qui va permettre de performer mieux, eh bien là, il faut se poser des questions, parce qu'on ne peut pas tout. Nous avons un déficit d'1 milliard d'euros, vous le savez, et donc la seule option, c'est soit continuer à creuser le déficit, soit aller chercher du financement ailleurs, dans l'aide à la jeunesse, dans l'enseignement, dans la culture. On se rend bien compte que ça, c'est pas possible. Et donc oui, en effet, des modèles qui permettent également d'aller chercher du sponsoring privé sont intéressants, ce que vous êtes en train de dire, aussi une réflexion qui est menée avec le secteur sportif autour d'un tax shelter. Ce que vous êtes en train de dire finalement aux fédérations sportives, c'est n'attendez pas que je fasse tout, essayez de trouver de l'argent par vous-même. C'est un travail commun, en effet, et donc on est en train de réfléchir ensemble avec les fédérations sur un modèle économique des clubs plus durable. Le tax shelter, on explique le principe, ça existe notamment dans le cinéma, ça permet à des investisseurs d'investir et en échange d'avoir des ristournes fiscales, c'est ça ? Pourquoi pas ? Donc c'est une réflexion qui est lancée à la demande des clubs et des fédérations, donc on va examiner la demande, mais je pense que c'est un travail commun qu'on doit faire pour également professionnaliser l'encadrement des clubs. Ouais. Vous êtes toujours attentive à la part de femmes dans les fédérations, dans les clubs sportifs. Vous avez encore constaté, c'était dans la presse je pense ce week-end, qu'il y a quand même moins de jeunes filles qui font du sport que de jeunes garçons. 48% des jeunes filles font du sport en 5e primaire, alors qu'il y a 67% des garçons. C'est inégalitaire. Oui, c'est inégalitaire et il faut à tout prix augmenter la participation des petites filles, des jeunes femmes. On voit qu'il y a un décrochage au moment de l'adolescence et puis un décrochage aussi quand les femmes deviennent mamans, et donc il faut travailler sur cela. Par exemple, comme on l'a fait en augmentant le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des fédérations qui sont le sommet de la hiérarchie du sport, eh bien il faut arriver à davantage de femmes, et donc on a un décret qui va faire en sorte qu'il y aura maximum 2/3 de personnes du même sexe dans les conseils d'administration des fédérations. Oui, et ça veut dire aussi que si on ne respecte pas les règles ou si on est dans un sport qui est
unisexe, avec plein de guillemets, on va baisser les subsides? Exactement. Donc l'objectif, c'est d'abord d'envoyer un message incitatif et puis, en cas de renouvellement de la reconnaissance, eh bien, on pourrait ne pas avoir la reconnaissance si on n'atteint pas cette cible, oui. Alors, les fonctionnaires et les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils vont pouvoir collaborer avec ce qu'on appelle les cellules de sécurité intégrale locale. Ils vont pouvoir faire circuler l'information, notamment lorsqu'on soupçonne que des individus sont en train de se radicaliser. Ça concerne tous les radicalismes? Oui, c'est bien ça. On sait qu'on ne peut pas baisser la garde. On l'a vu encore avec l'assassinat de Thomas Monjoie, ce policier à Schaerbeek. On voit qu'on doit continuer à lutter contre le radicalisme, l'extrémisme, le terrorisme et que nous avons des outils pour le faire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout ce que nous faisons finalement est à visée de prévention. Et donc l'objectif ici, c'est de permettre à des services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un enseignant, un éducateur en IPPJ, etc., de pouvoir échanger des informations s'il est invité par un bourgmestre à participer à une cellule. Ouais. Pourquoi jusqu'à présent, il ne pouvait pas le faire? Donc il n'y avait pas de cadre qui était prévu, ce qui veut dire qu'un fonctionnaire pourrait par exemple être poursuivi s'il violait le secret professionnel. Et donc il y a un cadre maintenant qui permet de protéger ce professionnel. Il peut lever le secret professionnel en cas de menace à la sécurité publique, par exemple. Ouais, elles fonctionnent bien, ces cellules de sécurité intégrale locale. Elles font réellement circuler l'information. Elles la font remonter au parquet lorsque c'est nécessaire? Elles doivent bien sûr être convoquées par les bourgmestres et c'est très important de pouvoir avoir cet échange d'informations, je le rappelle, avec une visée avant tout préventive. Oui, mais donc ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, enfin à partir de demain, les fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, IPPJ, enseignants et autres, pourront donner les informations sans être pris en défaut de rupture du secret professionnel. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est un cadre, en effet, pour protéger les professionnels et permettre davantage d'échanges d'informations. Et ça évite d'être éventuellement poursuivi parce qu'on a rompu le secret professionnel lorsqu'on a donné une information sensible. Récente contestation et même petite manifestation du secteur de l'aide à la jeunesse qui se dit insuffisamment financé, avec insuffisamment de place pour accueillir les enfants, les jeunes, lorsqu'on a besoin de les placer. Vous entendez la critique ou pas? Oui, bien sûr, on a entendu la critique. C'est la raison pour laquelle on vient de dégager des moyens pour 152 prises en charge supplémentaires, dont une centaine spécifiquement pour Bruxelles, parce qu'on sait, et l'administration a souligné ce fait, qu'il y a des besoins particulièrement aigus à Bruxelles. Et donc, ces prises en charge visent à, avant tout, apporter un soutien, une aide aux enfants, aux jeunes, par exemple, victimes de maltraitance, en danger, en difficulté. On sait qu'il y a des besoins accrus, en particulier en sortie de crise sanitaire. Ouais, donc c'est 52 millions au total sur 5 ans. Oui, Ouais. c'est le refinancement en effet qui a été accordé à l'aide à la jeunesse. On sait que ce n'est manifestement pas encore assez. Ouais. Et donc on a également apporté un soutien de 14 millions depuis le début de la législature et 9 millions ponctuels en soutien pendant la période Covid. On sait qu'il faut encore aller chercher des moyens parce qu'en effet, il y a davantage de demandes de prise en charge. Et puis aussi, les prises en charge sont plus longues. Donc les jeunes, quand ils sont, les enfants par exemple, ou les jeunes qui sont placés, le sont pour des durées plus longues. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons aussi demandé une étude pour comprendre les raisons de ces placements qui sont plus nombreux et aussi plus longs. Ouais, mais donc une centaine de places que vous annoncez, c'est pour tout de suite, c'est pour les semaines, c'est pour les mois à venir? Le 1er septembre, oui. C'est pour le 1er septembre. Donc il y aura une centaine de places en plus. C'est des places dans les familles d'accueil, hein, c'est oui. Ça essentiellement. 152 au total, une centaine à Bruxelles de prise en charge supplémentaire à partir du 1er septembre. Ouais, et ça suffira à absorber les questions délicates que les services d'aide à la jeunesse ont à gérer? Mais je ne suis pas sûre que ça suffira. Nous serons attentifs aux besoins supplémentaires qui pourraient s'exprimer. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'on doit travailler de façon concertée également avec les collègues qui sont en charge, par exemple, de la santé mentale. On sait que quand des parents ont un problème de santé mentale ou un parent, eh bien, un mandant, un juge peut être amené à prendre une décision de placement. Et donc, il faut agir le plus possible en amont, parce que je pense que le meilleur placement, c'est avant tout le placement qui n'a pas lieu. Vous êtes inquiète sur la santé mentale et sur la santé tout court de tous ces jeunes qui sont concernés par l'aide à la jeunesse? On voit que souvent, l'aide à la jeunesse, c'est le dernier filet de sécurité, parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été suffisamment pris en charge en amont, et par exemple, en effet, des problèmes de santé mentale. Et donc, moi, j'appelle à une véritable cause nationale autour de l'aide à la jeunesse, parce qu'on voit que l'aide à la jeunesse prend souvent en charge des problèmes finalement qui pourraient être mieux appréhendés plus tôt. Plus tôt, ça veut dire à l'école par exemple?
Par exemple, ou également quand il y a un problème de santé mentale, un problème de handicap, un problème aussi de précarité. Quand il n'y a pas de logement décent, eh bien, effectivement, on peut avoir une décision de placement d'un enfant ou d'un jeune, et c'est évidemment ça qu'on essaie d'éviter. Dernière question, Valérie Glatini, vous êtes aussi la ministre de l'Enseignement supérieur. On aura un jour un calendrier universitaire qui se calera sur le nouveau rythme du calendrier scolaire. On avait cru que ça se rapprochait. Et on a le sentiment que c'est pas aussi clair et que c'est plutôt en train de s'éloigner, le rapprochement des deux calendriers. Alors, ça n'a jamais été l'objectif de rapprocher les deux calendriers, mais il y a une réflexion qui a été en effet amorcée autour de qu'est-ce qu'une année académique idéale pour faciliter les apprentissages pour les étudiants. Et donc, effectivement, il y a plusieurs propositions qui ont été émises. Je rappelle que nous venons de décider d'aligner 2 semaines de congés dans les hautes écoles par rapport à l'enseignement obligatoire. Donc, ça progresse. Il y a effectivement déjà des réalisations. Et puis, il y a un groupe de travail qui continue à étudier la question et qui va se réunir encore en septembre et pourra éventuellement faire des propositions. Moi, je serai à l'écoute et s'il y a un consensus, bien sûr, une réforme pourra être proposée. Mais ce sont bien les universités qui décident, c'est pas la ministre qui l'imposera. Alors, l'objectif, c'est évidemment d'avoir quelque chose de commun pour les hautes écoles, pour les universités, pour les écoles supérieures des arts. On sait que la promotion sociale s'est déjà alignée sur l'enseignement obligatoire. Donc, il faut évidemment avoir un minimum de consensus. Et donc, ce que je souhaite faire, en effet, c'est pouvoir m'inscrire dans une réforme qui sera suffisamment soutenue, oui. Mais donc, vous ne forcerez pas la main des universités, en clair? Je ne forcerai pas la main du secteur, parce que je pense que pour l'enseignement obligatoire, nous avons pris à peu près une trentaine d'années pour aboutir. Donc, je pense qu'on peut certainement se permettre encore quelques mois de réflexion. Merci Valérie Glatini, merci d'avoir été notre invitée. Après la pub, ce sera votre choix musical. Les rêves sont en nous, de Pierre Rapsat. Oui, je pense que c'est important de donner ce message aux jeunes qu'ils ont le droit de rêver, ils ont le droit d'avoir de l'ambition, ils ont le droit de viser l'excellence. C'est le message.